Africa Football. Chers participants, chers amis, bienvenue à cette deuxième journée de Africa Football Conference, donc la conférence initiée par la Société Diapo pour mettre en réseau les acteurs du mouvement sportif, du mouvement football africain entre eux, mais aussi mettre en réseau les acteurs du football africain et ceux du reste du monde. Pour cette deuxième journée, nous allons commencer par le thème 5 qui parle de la reconversion des footballeurs, challenge et opportunité. Vous savez, c'est rien de nouveau. On a l'habitude de voir aujourd'hui des grandes stars du football portées au sommet de leur art, adulées par tout le monde, et du jour au lendemain, on perd le fil, on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Et on se pose la question de savoir comment, en fait, certains footballeurs peuvent arriver à ce niveau ou à ce stade. Ce n'est pas toujours négatif, hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas de footballeurs qui ont pensé à leur retraite et qui, aidés par leur club ou par leur entourage ou par leur agent, ont réussi à mettre en place un système, en tout cas pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et autour de nous, aujourd'hui, nous avons quelques exemples de footballeurs africains, mais aussi de présidents de clubs et aussi quelqu'un qui est actif dans une fédération, qui vont nous parler de leurs différentes expériences. Mais avant tout, permettez-moi encore une fois de rappeler que cette première édition d'Africa Football est une opportunité pour nous de rendre hommage à un pionnier du football africain, comme l'a dit hier Didier Drogba à l'ouverture, Pape Diouf qui nous a quittés, je dirais très tôt en 2020, et que nous comptons rendre hommage à chacune de nos sessions en commençant par une vidéo de témoignage. Et donc, je vous prie de découvrir avec moi la vidéo d'aujourd'hui, qui un témoignage supplémentaire sur Pape Diouf et son œuvre. Donc, si l'équipe technique est prête, on peut visualiser ce témoignage sur Pape Diouf, la personne, le dirigeant sportif qui fut. Donc, si la régie technique est prête, on peut lancer la vidéo. Si je devais vous parler de Pape Diouf aujourd'hui, je commencerai tout simplement pour remercier d'abord deux personnes dans lesquelles cette interview n'aurait eu lieu. Son épouse, Ayarat Omigay, une femme qui a aimé Pape Diouf de toutes ses forces, qui l'a supporté, qui l'a materné jusqu'à sa disparition. Et éventuellement aussi son ami, Amadou Koumé, qui, franchement, depuis que je l'ai connu, je l'ai vu côtoyer Pape sans relâche. Si je dois parler aujourd'hui de l'homme, je ne sais pas par quel bout commencer, mais j'ai retenu de lui une fidélité, une sincérité, une générosité. Pour ne dire que ça, si je pense que Pape a été très fidèle, il a été très fidèle en amitié. Il m'appelait souvent Aladji. Et cette résonance me manque actuellement énormément. La dernière fois qu'il m'a appelé Aladji, c'était 5 ou 6 jours avant son rappel à Dieu. Sa générosité, Pape était très généreux. Pape, tout ce qu'il faisait par la main droite, la main gauche l'ignorait. Il aimait partager son repas chez sa maman. Jamais Pape ne déjeunait seul chez sa maman. Il était toujours entouré d'amis. Toujours, toujours. Sa discrétion
Il est très discret. C'est quelqu'un qui est énormément discret. Très, 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 très discret. Je me rappelle, Pape me disait souvent, Allah dit, tout ce que je fais, je le fais, je ne veux pas être cité, je ne veux pas être vu. Rien. Demain, c'est ma taille qui me trahit, mais sinon, je veux passer à l'ombre. C'est vraiment, Pape, je ne sais quoi dire de plus de lui, sinon qui est quelqu'un très sincère en amitié, très sincère, très disponible, qui aime sa famille, qui aime ses amis. Je me disais souvent, même si je ne te vois pas, l'essentiel que je pense à toi, ça me suffit. Et Pape, il a vécu comme ça jusqu'à sa disparition. Et je ne cesserai jamais, jamais de penser à lui. Il est toujours présent dans mes pensées. Il est toujours présent dans mes actes. Il est toujours présent avec moi. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant sur Pape Diouf, sur l'homme. Donc, une amitié, comme M. Sall a raconté. Je pense qu'on aurait pu laisser une journée pour parler de ça. Et ça, c'est Pape Diouf. Et on continuera en tout cas de faire de sorte que les générations futures se souviennent bien de lui. Donc, sur ce panel, je disais, donc, nous avons la première personne que je vais vous présenter, qui est Camille Zayat. Pour ceux qui suivent le football africain et le style national de Guinée le connaissent très très bien. Et quelqu'un qui a été formé au RC Lens et qui a joué aussi au Young Boys en Suisse et qui est passé aussi par la Turquie et qui aujourd'hui a monté un super grand tournoi de football, qui s'occupe des jeunes footballeurs qui l'encadrent. Et on a eu l'occasion, en tout cas nous-mêmes, d'envoyer nos jeunes en Guinée pour ces tournois qu'il organise. Et peut-être un petit mot de Camille très rapidement avant qu'on présente les autres et qu'on revienne dans les débats. Camille. Oui, bonjour Jamil, bonjour Hamza et bonjour Ferdinand. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et merci de m'avoir invité à prendre part de la première session, quoi. Donc, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup, Camille. Donc, on passe maintenant à la deuxième personne qui est invitée, qui est M. Hamza El Jouaoui, qui est, je dirais, quelqu'un qui au-delà du football, est un amateur de sport, en général, qui a un parcours absolument fantastique et qui aujourd'hui à la Fédération royale du Maroc est reconnu par ses pairs, dans l'aspect footballistique pour le travail qu'il a là-bas, pour son sérieux et son professionnalisme. Et aujourd'hui, il a été le président du comité d'organisation du CHAN que le Maroc a organisé. Et il a aussi un club qu'on connaît tous, en tout cas au Maroc, qui est le FUS, qui est de Rabat, avec un complexe que j'ai eu l'occasion de visiter lors des Jeux africains de Rabat. Un club vraiment standard comme on aimerait les avoir en Afrique. Toutes nos félicitations, Monsieur le Président, et on aura l'occasion de parler de tout ça tout à l'heure pour savoir ce que vous faites aussi pour accompagner vos joueurs. Mais tout de suite, peut-être vous donner la parole aussi pour saluer les auditeurs. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci Jamil. Bonjour Ferdinand, bonjour Camille. Vraiment heureux d'être parmi vous. J'ai rapidement accepté l'invitation. Je viens de rentrer du Cameroun où on était donc faisant partie du comité d'organisation et comité championnat d'Afrique des Nations de la Confédération africaine de football. Un mois au Cameroun en termes d'organisation effectivement était relativement long et difficile, mais bon, alhamdoulilah, tout s'est très très bien passé. Et donc quand on m'a proposé donc effectivement cette intervention, j'ai dit oui automatiquement parce que c'est un sujet passionnant, intéressant, progressiste et d'avenir par rapport à la manière avec laquelle on peut nous
manager du football, gérer le football, parce que le football, ça reste quand même des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Donc, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. En tout cas, merci de m'avoir invité et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Président. Et donc, le troisième intervenant, Ferdinand Coly. Ferdinand, qui fait partie de cette génération qui a fait rêver le Sénégal en 2002, dont on parle encore dans les salons et dans les rues. Ferdinand, qui a eu aussi une carrière presque de globetrotter, qui est passé de la France, l'Angleterre, l'Italie, et quelqu'un disait qu'il était le premier joueur à avoir fait suspendre un club dont les supporters avaient préféré des cris racistes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'actualité. Mais je pense que l'originalité de Ferdinand ne s'arrête pas là, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a décidé de revenir au Sénégal et d'aller faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que pour lui, si on parle de reconversion, bon, on peut l'appeler reconversion, mais on peut l'appeler vraiment un changement complet de trajectoire pour montrer aussi qu'un footballeur n'est pas toujours un entraîneur ou un agent ou un président de club. Et si vous voyez sa vidéo, tout à l'heure, vous verrez qu'il est déjà dans la nature. Et il vit dans la nature, il est dans l'agriculture et c'est vraiment, en tout cas, on aimerait qu'aujourd'hui la BBC ou CNN viennent faire un reportage sur lui pour montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire quand on sort d'une carrière de footballeur. Donc Ferdinand, bonjour Ferdinand. Alors, on n'entend pas le son, Ferdinand. Voilà, le micro. Oui, bonjour Hamza, bonjour Camille, chers internautes aussi. Bon, quoi dire de plus? C'est vrai que moi, je suis revenu au Sénégal sur un coup de tête parce que ce n'était pas prévu. Et au fur et à mesure, il a fallu improviser. Et comme j'aime être dans la nature, c'était une évidence quasiment pour moi de me retrouver dans l'agriculture. Et je retrouve beaucoup de sensations du terrain dans l'agriculture. Donc, il faut donner. Il faut se donner pour réussir à quelque chose. Voilà, on pourra développer plus tard. Merci beaucoup. Donc, on attend que Bruce JT se joigne à nous. Je ne sais pas si Bruce est encore là. Bruce est en réunion avec la Fédération australienne de football. Et donc, je suis en train de surveiller, mais il n'est pas encore... il n'est pas encore en ligne. Il était connecté tout à l'heure et je pense qu'il reviendra dès que la réunion se termine. Bruce est d'origine ivoirienne. C'est l'un des premiers Africains à jouer pour la sélection nationale d'Australie, si ce n'est pas le premier. Et Bruce, aujourd'hui, il a remporté tous les trophées en club en Australie. Et il a fait une carrière aussi dans des pays comme la Turquie, la Chine, la Corée et l'Indonésie, où il a terminé sa carrière, je pense, en 2010, si je ne me trompe pas. Il est aujourd'hui directeur de football à Adélaïde et il est l'un des premiers commentateurs TV d'origine africaine aussi sur les chaînes australiennes. Donc, on aura l'occasion tout à l'heure de le faire parler. Voilà. La dernière personne qui devait être sur le panel et qui ne pourra pas être en direct, mais qui a fait une vidéo, c'est Pape Alioune Ndiaye. Pape Alioune est encore en activité et il vient d'être transféré en Arabie Saoudite, donc il y a quelques jours. Et là, donc, pour des raisons d'entraînement qui sont en conflit avec l'heure du panel, donc il est 13h en Arabie Saoudite et il est actuellement à l'entraînement. Et il a tenu ce matin à faire en tout cas une vidéo qu'on déroulera tout à l'heure. Et là aussi, c'est l'exemple de quelqu'un qui est assez atypique, qui est encore footballeur, mais qui a déjà investi dans un club et qui est en train de le monter. Il pense à sa retraite et il est en train de mettre en place un complexe et toute une série d'initiatives. Donc voilà en gros donc pour l'introduction de ce thème. Et je vais commencer par une question ou un commentaire qu'un de mes amis m'a fait et que je vais vous lire.
et qui me dit ce que je sais de la reconversion des footballeurs, c'est que souvent, ils terminent leur carrière sans argent, ruinés par des amis, et il dit entre guillemets des amis, ou un agent véreux qui leur a fait faire de mauvais investissements ou qui leur a volé leur argent. Et il dit, donc, c'est surtout au cours de leur carrière qu'ils doivent être vigilants. Commentaire. Alors, j'ai lu et relu, je me suis dit non, il a préféré garder l'anonymat. C'est quelqu'un qui est dans le football. Donc voilà, je ne déclinerai pas l'identité, je vous laisse rebondir. Qui souhaite rebondir, prenez la parole. Moi, je pense que c'est une réalité. Il a parfaitement raison parce que même moi, j'ai été victime de ce genre de truc. Pendant ma carrière, j'ai été accompagné par des agents un peu véreux, comme il a dit, donc qui m'ont fait faire des placements et qu'aujourd'hui, tout est parti à l'eau, quoi. Comme j'ai su rebondir sur mes pieds et j'ai continué à bosser et aujourd'hui, je suis un peu en litige avec ces gens-là pour pouvoir... I'm still in conflict with those people in order to get back my funds, my investment. So he was not totally wrong. And most of the times, some Africans wait up to the end before retraining into something else. I think during our activities, while playing, you can prepare the end of your career. Most of the time, you used to wait till the end before starting thinking of something else. But I believe that it's better to start thinking about something else while playing. Start thinking about the future of the football. Merci. Thank you. Hamza, Ferdi. Oui, Hamza, vas-y, si tu veux. Moi, je peux témoigner. Bon, excuse-moi. Oui, effectivement, bon, ce que Camille vient de dire, c'est la triste réalité. Parce que c'est vrai qu'une carrière de footballeur, c'est très court. Et quand on est en activité, on ne se rend pas compte de beaucoup de choses. On nous demande de jouer, mais aussi, il faut avoir un œil aussi sur ses finances. Parce que c'est pas une carrière se construit, une reconversion se construit pendant sa carrière, pas à la fin. Donc moi, c'est l'exemple que j'ai eu à faire. Et comme dit Camille, il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est fait escroquer. Moi, le premier, je me suis fait escroquer et je suis en litige ici au Sénégal, comme toi, tu sais, Jamil. Aujourd'hui, une fois qu'on tombe le maillot de l'équipe nationale, où on n'a plus ce costume de footballeur, on est exposé. Et là, on se rend compte qu'on rentre dans la vraie vie. Et aujourd'hui, des fois, il faut mettre les sentiments de côté et puis se battre. Et puis, ce qui est juste est juste. Ce qui est pas juste, ben, il faut travailler et puis récupérer son dû. Donc, en tout cas, quand on a la vérité avec soi, il ne faut rien lâcher parce qu'on a souffert sur le terrain et c'est inconcevable et inadmissible que des gens viennent vous escroquer comme ça, avec souvent des complicités au niveau de la justice, ça il faut le dire. Moi, je vis ça aujourd'hui ici dans mon pays, mais je n'ai rien lâché. Je suis en train de finir ce combat-là, pas pour moi, mais pour tous les sportifs qui se font escroquer au vu au-dessus de beaucoup de gens. Merci. Hamza, en tant que président de club et vice-président d'une fédération de football, ça vous dit quoi ces commentaires? Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de situation ou comment vous vous préparez? Voilà. Écoutez, très sincèrement, c'est une véritable réalité qu'on vit à travers un certain nombre d'exemples. À mon niveau, en tant que président de club, je parlerai plus à ce niveau-là en tant que président de club, où des anciens viennent nous voir en étant dans des situations relativement précaires et difficiles à vivre, alors qu'ils étaient au sommet de leur art quand ils étaient des joueurs. Donc forcément, c'est quelque chose sur lequel, effectivement… Pardon? Oui. On entend. Non, donc je disais, voilà, donc effectivement, c'est une… Il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps, hein, donc bon, c'est pas grave. Donc je disais, voilà, donc, oui, il y avait quelqu'un qui parlait en même temps, c'est pour ça.
Alors, il faut qu'on peut-être faire. Là, je vous entends, mais il y avait tout à l'heure quelqu'un qui parlait en anglais en même temps, c'est pour ça. Je sais peut-être une interférence. Probablement. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, je disais, oui, c'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité qui est là. Il y a des solutions. Au-delà des solutions personnelles dont Ferdinand a parlé et dont Camille a parlé, mais il y a des solutions qui sont, je dirais, régaliennes, c'est-à-dire qui sont du ressort d'une structure étatique ou d'une structure associative, mais association à but non lucratif, c'est-à-dire il y a des solutions qui existent et qui peuvent, dans ce cadre, dans le cadre de l'Afrique spécifiquement. And as in the context of Africa, those associations could protect the football players. And leur reconversion, on en parlera tout à l'heure. Oui, Hamza, je vais rester avec vous juste 2 minutes parce que je viens d'avoir une question sur du public. C'est M. Jaduv Ikangala qui dit Oui. Cette affaire d'argent véreux touche aussi bien les footballeurs professionnels que les footballeurs amateurs qui rêvent de meilleurs avenir. Pourquoi ne pas porter cette question vers les plus autorités CAF, FIFA? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il doit y avoir une volonté commune de poser cette question devant la CAF et la FIFA? Comme Ferdinand Coly, je suis son affaire ici, tout le monde est au courant. Il a parlé de problèmes de justice aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'autonomie du football, est-ce que le football ne peut pas s'organiser pour pouvoir faire quelque chose? Je sais qu'en France, il y a des centres du droit du sport où il y a un master qui essaye d'éduquer entre guillemets les gens. On a les mêmes choses au Sénégal avec notre partenaire Edge, avec le professeur Sarro, qui essaie aussi d'aider. Que peut-on faire pour ça, pour que les autorités du football prennent ça plus sérieusement? Sincèrement, en fait, sur la partie agent, moi, je vais vous relater l'expérience marocaine à ce niveau-là. Effectivement, on est face enfin, dans le cadre de l'organisation du football, de la planète football, bien évidemment, il y a les clubs avec leurs présidents et leurs dirigeants, il y a la fédération, il y a les joueurs et bon, il y a tous les intervenants autour. On est bien d'accord autour de ça. Et tout, parmi ces intervenants, ben, en fait, il y a les agents, il y a les sponsors, ce qu'on appelle les parties prenantes. Bon, et les agents, la FIFA elle organise l'activité des agents. La problématique n'étant pas là, c'est-à-dire en gros, il y a des textes qui régissent les agents. Nous avons eu quelques petits soucis à ce niveau-là il me semble, 2 ans, en 2019 exactement, où le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fawzi Larja, m'avait demandé d'émettre de nouveaux textes sur la manière avec laquelle les agents au Maroc, enfin les agents au niveau du marché marocain, les agents joueurs, vont intervenir. Donc, nous avons, pendant 3 mois, gelé l'activité des agents. Gelé, je dis bien gelé. Nous avons pris cette initiative parce qu'effectivement, il y avait vraiment des choses qui étaient aberrantes. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a remis sur la sellette la manière avec laquelle les agents joueurs peuvent intervenir. Aujourd'hui, moi-même, je préside une commission au niveau de la Fédération royale marocaine de football sur proposition de M. Larja, où effectivement, chaque année, on évalue les agents et on leur donne leur licence pour qu'ils puissent. Hamza, si ça ne vous dérange pas, je vais peut-être passer à la prochaine personne parce qu'on a un thème sur les agents et j'ai peur que si on touche maintenant, demain, les gens. Donc, c'est un thème. Demain, on va mettre face à face des agents et des joueurs et des présidents de fédération justement pour parler de ça. Alors, je vais passer à Bruce et je passe en anglais. Bruce, good evening. I know it's very late. It's very late in Australia, and I've introduced you before you came. And Bruce, there was one question that I asked everyone in here before you joined. It's one of my friends that said most of the football players, it's during the time that they're playing. Sometimes they have bad friends around them. Sometimes they take their money because they push them to invest in kind of very wrong investments, or they just take their money. And sometimes he's saying that it's when you are playing,
that you should be thinking about your future after your football career? What do you have to say about that? Firstly, je dis bonjour à tout le monde. Pardon, je suis un peu en retard. Je vais parler en anglais parce que c'est un peu plus facile pour moi. Mais mon français, c'est pas mal, mais c'est pas assez fort pour... Bruce, ton français est excellent, donc on va te garder en français là. Hein? Parfait. No, but from my perspective, I think it's important for two stakeholders, or there's a number of stakeholders, but I think the two key stakeholders in terms of the players' future is one, the players' unions. So in Australia, we have a very strong players' union, the PFA, Professional Footballers Australia. All the players are members. So that's from the Socceroos, the national team. On a des membres de l'équipe nationale, d'autres personnes qui forment les équipes nationales et aussi qui sont impliquées dans le football professionnel en Australie, qui font partie tous de notre syndicat de joueurs. Focus on the individual, the person, not just the player. Because you can only be a player for 10, 15, if you're very lucky, 20 years. You can be a professional footballer, but first and foremost, you're a human being, and you have to make sure that the people around you are supporting you to be a better person, not just a better footballer. Secondly, it's the clubs. So for example, at our club, just on Monday, we had a managed fund speak about investments in property, in the stock exchange, equities, in businesses, and it's not a sell. Players are sold things all the time. Players are sold ideas, players are sold theories all the time. We get people in to educate. Guys, if you're making good money now, I would suggest you do X, Y, and Z. We're not telling you you have to do this or you have to do that. Everyone's different. But you have to do something, because the money you earn now will not be the money you earn later. Of course, it's possible, but not normal, very difficult. So I think it's important that the clubs educate their players, because from my perspective, it's not just, of course, you want the best players. Of course, you want players to score goals, to defend well, to know their positions, to read the game. All the things on the field, yes, they're important. But one day that player won't be there anymore. One day that player won't be at your club. One day that player won't be playing football anymore. You need to make sure that you take care of the individual first. You need to take care of the human being first, take care of the player second. So I think our players are very lucky at our club because we think about all these things. I played all over the world, and I can tell you there's not a lot of clubs that do that. But I think it's a very important part where clubs can help players, because when you finish playing, you know, some people are very lucky, they make a lot of money and they have time to relax and think about what they want to do next. A lot of people got to work straight after. So it's important that you're smart with your money. It's important that you're surrounded by good people, and it's important that you get educated on, you know, investing or education and, you know, setting you up for the future. Merci Bruce. Bruce, je vais rester encore avec toi un peu avant de passer sur les autres, parce que j'aimerais parler d'un aspect important qui est l'éducation. L'éducation des footballeurs, des jeunes footballeurs. Je pense que M. Hamza pourra parler de ça, Camille pourra parler pour lui aussi. Je sais que j'ai peut-être une relation différente parce que je te connais très jeune, je connais ton père. Je sais qu'il est très exigeant au niveau de l'exigence de l'éducation. Et pour être honnête, j'étais sûr. Hello.
J'ai parlé, donc je pense que personne n'a entendu ce que je disais. On t'a perdu les dernières 30 secondes. Là. OK, donc je disais que quel est le rôle que l'éducation a joué pour toi, pour t'aider aujourd'hui à avoir des diplômes et à pouvoir rebondir après ta carrière? Mais c'est vraiment important. Et moi, je suis quelqu'un, je peux te dire que c'est pas juste l'université. Bien sûr, quand tu dis l'éducation, directement, tout le monde pense à l'université. Mais ce qui est plus important, c'est que quand tu es un footballeur, tu trouves ou tu essayes des autres choses et tu trouves ce qui t'intéresse, qui n'est pas football. Bien sûr, le football, c'est tout pour tous les joueurs, mais il faut trouver quelque chose d'autre. Parce que j'ai vu beaucoup de fois qu'il y a un joueur, il a 34 ans, il arrive dans une situation, c'est difficile à trouver le prochain contrat, il est blessé beaucoup parce qu'il est un peu plus vieux. Et c'est dans ce moment, il commence à penser, ouf, qu'est-ce que je vais faire prochainement? Ça, c'est trop tard. Pour moi, j'ai allé à l'université en même temps quand j'étais joueur. Je n'ai pas allé physiquement à l'université, j'ai fait tout online, sur l'Internet, l'ordinateur. Et petit à petit, hein, ce n'est pas que tu peux être footballeur, après tu penses, quand tu as l'entraînement, tu penses, oh, je dois finir des CSA ou je dois finir ceci ou cela. Parce que dans cette situation, c'est impossible pour être 100% concentré sur ton boulot. Donc, l'éducation est importante, mais plus important, c'est que tu trouves, les joueurs trouvent quelque chose d'autre qui n'est pas, peut-être c'est pas l'université, peut-être c'est, ils commencent un business sur l'Internet, peut-être ils pensent à une autre aventure, mais il faut trouver quelque chose d'autre. Parce que quand tu finis au jouer, c'est important que tu as un plan. Donc, je vais en anglais maintenant. It's important to have a plan. It's important to have a plan because you need to be set up for the future. A lot of time, players, when they start, are by themselves. But when they finish, they have family, they have kids, they have responsibilities. And it's very important for them to provide for those people. And like I said, there's some players like Drogba who don't have to worry about what to do next. But 99% of players have to do something else. They have to, you know, they might be comfortable, but they have to do something else. It's important to know what that something else is going to be before it's too late. Merci Bruce. Je vais revenir à Camille. Camille, si on parle d'éducation aujourd'hui, je sais que tu as ton académie. Quand tu parles aux jeunes qui sont dans ton académie, quel est le message que tu leur lances aujourd'hui? Tous ces jeunes qui rêvent aujourd'hui de devenir des Drogba, de devenir des Camille, des Ferdinand, des Bruce et tout ça, quel est le message que tu leur lances? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu leur parles aussi, toi, des erreurs que tu as commises dans ta carrière ou bien des choses importantes qui t'ont aidé à arriver là où tu es aujourd'hui? Oui, effectivement, je rejoins un peu ce que Brice vient de dire. Vous savez, nous, disons les Africains, on a tendance à... Le gros problème qu'on a en Afrique, c'est la plupart des joueurs ont tendance à arrêter l'école à cause du football. Parce qu'ils se disent qu'en étant à l'école et en même temps en jouant au football, ils vont pas s'adonner totalement au football, quoi. Donc, on a tendance à arrêter l'école à cause du football pour venir en Europe.
Donc, quand tu arrives en Europe et tu te retrouves dans une situation avec des agents véreux et que tu arrives, comme je l'ai dit au début, le football, comme vous l'avez dit au début, le football est éphémère et ça va trop vite dans les deux sens, quoi. Et si on ne pense pas très tôt à l'avenir, après le football, ça va être un peu compliqué, quoi. Brice l'a si bien dit et on peut arriver, il a donné l'exemple que tu peux arriver à 36 ans et que tu te retrouves sans rien, tu as été blessé, tu n'as pas de club, tu ne sais pas où aller maintenant, quoi. Et pour revenir à l'académie que j'ai à Conakry, c'est effectivement la première des choses à dire aux gamins de mon académie, c'est d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose parce que le football, ça peut ne pas marcher, quoi. Surtout en Afrique, on n'a pas de soutien et les familles sont pauvres et on a des bons joueurs là-bas, on a des bons gamins, mais les parents ne veulent pas les laisser jouer au football parce qu'ils doivent aller vendre des trucs pour amener un peu d'argent à la maison pour pouvoir nourrir la famille, quoi. Mais si on arrive à bien éduquer ces enfants, à leur pousser à aller à l'école, à apprendre quelque chose, à apprendre à mettre quelque chose dans la tête, parce que le football, ça peut ne pas marcher, comme je l'ai dit. Et le conseil que je peux donner, c'est de ne pas abandonner l'école à cause du football, quoi, parce que ça peut ne pas marcher, quoi. Merci. Ferdinand, à votre niveau, quel est ce message-là que vous donnez aux des jeunes qui vous arrêtent dans la rue? Je suis sûr qu'il y a des parents peut-être qui viennent vous accrocher en disant « Ah, mon fils, il est talentueux, il ne veut plus aller à l'école, il veut réussir dans le football, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Est-ce que vous êtes interpellé? Quelle est votre réaction quand vous êtes interpellé par rapport à cette importance de continuer à l'école et de continuer aussi à apprendre un métier qui est le métier de football? Ferdinand, le micro. Oui, excusez-moi. Je disais, oui, tous les jours on est interpellé. C'est la réalité, mais il faut garder les pieds sur terre et la déception est aussi grande que l'envie. Donc il faut toujours rester mesuré et les avertir des risques aussi parce que tout le monde ne peut pas être professionnel. Comme on dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et il faut savoir que c'est beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est pour ça qu'avoir un minimum de bagage professionnel et intellectuel, ça peut servir au cas où le football ne marche pas. Et c'est pour ça que souvent, lorsque j'étais avec la fédération en tant que team manager de l'équipe nationale du Sénégal, j'étais dans la sensibilisation par rapport aux joueurs. Quand vous leur donnez les primes, vous leur dire toujours investissez, attention parce que ça va très très vite. Et aujourd'hui, moi je vois mon cas, j'étais à l'université après mon bac en psychologie. Et pour moi, c'était important d'avoir ce bagage-là pour après le foot, quoi faire. Parce que quand vous finissez votre carrière, vous êtes, c'est comme une mort, quoi. C'est une mort et il faut trouver quelque chose qui vous prenne et qui vous donne du sens. Parce que vous avez du temps et souvent, beaucoup de joueurs ne savent pas quoi faire. Et le rythme qu'on a eu pendant ces années-là, c'est difficile de le retrouver après. Donc, il faut trouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie de vous lever. Et c'est ça le plus difficile. C'est même pas forcément gagner de l'argent, mais quelque chose qui vous prenne. Et souvent, malheureusement, on continue toujours à rester dans le même train de vie. En Afrique, on s'est commencé aussi parce que vous êtes très, très sollicité. Vous jouez un rôle social important. Vous drainez pas seulement votre famille, vous drainez des communautés. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut faire attention, il faut investir. Et ce qu'on peut faire, mettre la main au panier, bon, on le fait. Mais attention parce que la plante est très glissante. Donc, c'est pour ça que c'est un tout et il faut rester vigilant et surtout trouver quelque chose qui vous donne du sens. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans l'agriculture. Merci, Ferdi. Donc,
académies, on fait grandir des familles auprès des jeunes joueurs et aussi en équipe nationale du Maroc. Est-ce qu'il y a cette politique qui renforce ce que Ferdinand vient de dire, qui est de dire aux gens, attention, ça peut s'arrêter demain ou après-demain. Quelle est votre position là-bas au niveau du Maroc? J'ai entendu la moitié de votre question, mais je pense un petit peu avoir compris le sens, parce que ça a été coupé au tout début. Ouais, je vais essayer de répéter. Donc, c'était juste pour savoir, en fait, avec votre double casquette de club et de fédération, qu'est-ce que vous faites au niveau club pour encourager les jeunes, les familles et tout ça, et aussi au niveau au haut niveau, pour ceux qui sont chez vous en pro et en équipe nationale, comment vous faites pour arriver à l'équilibre? Alors, sur ce volet-là, je vais peut-être plus un petit peu me concentrer sur la partie club. Alors, la partie club, comme vous savez, bon, je suis président délégué de la section football du FUS de Rabat, de Classique Union Sport de Rabat, qui est un club historique de Rabat qui existe depuis aujourd'hui 75 ans, en fait, nos 75 ans cette année. Alors, nous avons pris l'option, je suis dans ce club depuis une dizaine d'années, j'ai passé tous les postes en tant que secrétaire général et après en tant que président. C'est un club omnisport, premièrement, donc en fait, on a beaucoup de sports en même temps que le football. Et le football est le sport phare, on va dire. Alors, nous avons pris le parti de diriger notre club comme club formateur. Donc, au fait, on a démarré à partir de 2014 à construire une académie qui est à l'entrée de Rabat, pour ceux qui connaissent un petit peu la capitale marocaine, qui est à l'entrée de Rabat, qui est sur une dizaine d'hectares et que c'est une académie sport-études. Nous avons insisté sur le principe du sport-études. Alors, nous avons insisté sur le principe du sport-études avec, comme vous savez, dans le sport-études, il y a deux modèles. Le premier modèle est un modèle sport-études internalisé où les gamins, les jeunes footballeurs, sont dans le football et en même temps, ils font leurs études à l'intérieur de l'académie. Et également, il y a le deuxième modèle, c'est le modèle sport-études externalisé, ce qui y a plus en France et dans les pays européens. C'est qu'au fait, ce sont des gamins qui rentrent et qui ont un programme académique spécifique et adapté par rapport à leur position de footballeur. Donc, on a plutôt opté pour cette option-là, c'est-à-dire on a opté pour l'option d'un sport-études qui est externalisé et l'expérience marche très, très bien. Alors, par rapport à votre question en prévention à l'évolution des joueurs, moi, je pense qu'il faut prendre le problème à son origine. Si on forme un bon footballeur, premièrement, un footballeur est un citoyen, avant tout. Un citoyen a le droit d'être encadré dans son éducation et d'être encadré dans sa santé. Donc, objectivement, quand on prend un joueur, il faut, dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle une convention de formation, qui existe, une convention de formation édictée par la FIFA, qu'on signe avec les parents quand on prend un gamin de 12 ou 13 ans dans notre académie, on doit l'encadrer d'un point de vue santé, on doit l'encadrer dans son métier futur et on doit l'encadrer également dans sa évolution pédagogique. Donc, nous, on a pris cet aspect-là et aujourd'hui, au niveau du FUS, c'est vraiment un success story parce que, au fait, tous nos footballeurs qui sortent de chez nous, ils sortent avec quelque chose dans leur tête ou dans leurs mains, au-delà du football. C'est-à-dire, en gros, nous avons à peu près sur une population de 100, une centaine à peu près un peu moins, 80, 90 joueurs qui sont dans notre centre de formation. On présente à l'examen du baccalauréat chaque année une dizaine ou une quinzaine de candidats et nous avons un taux de réussite autour de 70 à 80% qui réussissent leur baccalauréat, qui vont à l'université et qui suivent des études jusqu'à un niveau Bac plus 2, Bac plus 4, etc. Tout dépend de leur évolution. Et donc, forcément, pour répondre strictement à votre question, je pense qu'il est important pour penser à l'avenir, agir au présent, act now. Franchement, on a à agir actuellement et maintenant. C'est important, premièrement, de considérer que le footballeur est un citoyen à part entière. On doit l'éduquer, on doit lui montrer comment effectivement gérer sa passion. Je veux dire, c'est-à-dire en gros, nous considérons que nous avons découvert, quand on forme un footballeur, comme si on formait
quelqu'un qui est très bon en mathématiques ou en physique ou en sciences, en SVT, en sciences de la vie et de la Terre. Mais on ne va pas faire que des mathématiques pour cette personne-là. On va oublier tout le reste. Non, on va le former sur l'ensemble des matières qui peuvent lui servir. Ben, c'est pareil pour le football. En gros, on découvre un talent, on dit qu'il a un talent entre ses pieds et qu'il est capable de pouvoir vivre de ce talent-là, ben, formons-le sur la partie pédagogique, parce qu'un jour, peut-être ce talent, peut-être un accident, peut-être des choses de la vie feront que ce talent n'existera plus. Donc, il faut lui donner cette ouverture-là. Donc, j'insiste sur la partie club parce que c'est celle où j'ai le plus d'action. Sur la partie institutionnelle, en termes, effectivement, au Maroc, comment on réagit? Au fait, il y a la création d'une fondation qui s'occupe des anciens joueurs de football et qui est bien dotée, bien lotie, bien dotée d'un point de vue financier et qui vient en appui, je dirais d'une manière, passez-moi l'expression, un peu abusif, mais je suis convaincu de ce que je vais dire, d'une manière assez palliative. En gros, au fait, on vient pour résoudre des problèmes d'un certain nombre de joueurs qui sont à l'abandon, enfin d'anciens joueurs qui sont à l'abandon, qui ont quelques petits problèmes de santé, des problèmes familiaux, et que en fait, cette fondation vient en appui par rapport à ces joueurs-là. Mais je reste convaincu, je reviens à mon idée de départ, qu'il faut premièrement démarrer par l'éducation. L'éducation est un élément important. Considérer que le footballeur, je l'ai répété peut-être 5 ou 6 fois, mais je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, le jeune footballeur qu'on prend dans nos centres de formation, avant tout, c'est des citoyens. Donc, il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'éduquer d'un point de vue pédagogique. Et donc, de ce fait-là, leur donner les moyens de pouvoir combattre, ce n'est pas le terme, mais affronter la vie, affronter les aléas de la vie d'une manière égalitaire par rapport à ceux qui ne font pas du football et qui sont dans des écoles. Voilà. Bonjour, désolé, j'avais un problème de connexion. Est-ce qu'on peut enlever le son là-bas? Voilà. Donc, merci beaucoup, Hamza. Je voudrais juste quelque chose que je voulais poser comme question sur la carrière d'un footballeur. J'ai lu quelque chose et je suis choqué de voir la moyenne que certains, en tout cas, estiment qui est entre 5 et 6 ans. Entre 5 et 6 ans, la carrière d'un footballeur. Donc, moyenne, carrière moyenne. Il y en a qui font des carrières de 10 ans, il y en a qui font des carrières exceptionnelles de plus, il y en a qui font des carrières de moins. Est-ce que ça doit faire peur aux apprentis footballeurs aujourd'hui? Est-ce que ça doit aider à faire prendre conscience? Est-ce que vous, quand vous étiez en activité, vous avez pensé à ce genre de situation en se disant, j'ai une carrière très petite, qu'est-ce que je peux faire pendant cette période très petite-là? Et qui je peux mettre autour de moi? Quelles sont les personnes qu'on met autour de soi pour se préparer à une bonne... C'est l'agent, c'est la famille, c'est l'ami, c'est le sponsor. Qui est plus important dans tout ça? Alors, question ouverte, celui que c'est un micro ouvert, celui qui veut prendre la parole, il va. Oui, Ferdi? Non, mais c'est vrai que chacun a une expérience personnelle. Et moi, c'est pour amener une contribution en disant que moi, par exemple, quand je jouais, j'avais une société et beaucoup pensaient que c'était que le foot. Mais non, j'avais une société de marchand de biens. Parce que pour moi, ça me correspondait aussi parce que quand on joue, on n'a pas beaucoup de temps et marchand de biens, c'est les opportunités. Et je travaillais avec mon père adoptif. Et quand j'avais pas beaucoup de temps, bon, c'est lui qui s'occupait de certaines choses, mais voilà, c'est dans la cellule familiale, donc qui n'est pas toujours adapté aussi parce que il faut faire appel à des professionnels. Et aujourd'hui, le plus difficile, c'est de trouver des gens sérieux. Des gens sérieux parce que quand vous donnez l'opportunité à des personnes de gérer la caisse et qui partent avec la caisse, et là, c'est autre chose. Donc, je pense qu'on a tous vécu ce genre de choses. Donc, trouver les gens de confiance, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Quel est l'entourage qu'il faut mettre autour de soi pour bien dormir tous les soirs?
Moi, je reviens à ce que Ferdinand a dit et il a parfaitement raison. Le gros problème, c'est de trouver la bonne personne, quoi. Et surtout chez nous en Afrique, on a du mal à, à voir ces personnes, quoi. Et, et je veux dire aussi ce que M. Hamza a dit. Le départ, c'est le club, quoi. C'est au club d'éduquer les jeunes joueurs à prendre conscience que tout peut aller très vite, quoi. Et il faut, quand on gagne, quand on commence à gagner, c'est là qu'il faut commencer à investir, quoi. Et l'éducation, surtout le côté pédagogique, quoi, comme il a dit, quoi. Moi, je le rejoins, quoi. Merci. Hamza ou Brice, si vous souhaitez rebondir là-dessus. I agree. I agree with what Ferdinand and Camille said. And I've seen it myself. You know, when I was in Turkey, I played with one player from Ghana, one player from Guinea, one player from Burkina Faso, and very clear that, you know, they were always sending money home. They never knew where the money was going. And then after that asked me, you know, you don't have family to look after? You know, can I have some money? I'm like, we just got paid. No, I had to send it home. I had to send it to my cousin. I had to send it to my cousin, my cousin, my cousin, my cousin. I said, do they pay you back? They laugh. They say, no, they don't pay. But do you know where the money's going? So it's very important to surround yourself with good people. And unfortunately, a lot of the time, you know, I think Adebayor had this same problem, you know, where his family actually take money from him. And it's easy when you use other people's money, because if you lose it all, there's no problem. You just ask again next month. So, yeah, it's difficult to be surrounded by good people when you see stories where people's own family isn't doing the right thing. So, you know, I think it's important for players that they take the time, they test people, and they really got to trust people that are going to help look after them and point them in the right direction. It's probably the most important decision they make, who their friendship group is, who their agent is. That can have a significant difference on whether you have a successful career or whether people just steal from you for your whole career and you finish and they all disappear. Merci beaucoup, c'est très fort. C'est vrai qu'on entend beaucoup ces histoires. C'est quand même étonnant de voir un footballeur professionnel qui emprunte de l'argent parce qu'il a trop envoyé et qu'en retour, on ne le rembourse pas ou on l'amène sur des mauvais investissements. Il y en a plein qui peuvent parler, qui doivent parler et qui ne parlent pas. Moi, j'en connais personnellement des anciens de l'équipe nationale du Sénégal qui ne veulent pas parler. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens parlent pour que les autres puissent savoir ce qui se passe. Et je pense que c'est ce que Ferdinand est en train de faire aussi. Et c'est louable. Hamza, à votre niveau, comment ça se passe? Est-ce que vos joueurs vous font confiance en tant que club? En tant que club, oui, parce que bon, on est face à ce qu'on a érigé depuis une dizaine d'années au niveau du club, c'est que le club devient une institution. C'est-à-dire on est dirigeant aujourd'hui, on peut ne pas l'être demain, et qu'il y en a d'autres qui vont venir après nous, et que le principe de continuité, c'est le principe de l'institution. Donc, le club, quand il est érigé comme institution et qu'il n'est pas dirigé, qui n'est pas forcément lié à des choses qui sont aléatoires, en tout cas quand c'est une institution, en fait, on fait forcément confiance. La confiance vient avec des actes. Et quand on est face au talent, que ce soit le talent artistique ou d'autres talents, entre autres le talent sportif, quand on est face à un talent, la confiance, c'est la première des choses requises. Et ça se personnifie par des actes. Et les actes que nous mettons en place, moi, en tant que dirigeant d'un club, c'est qu'effectivement, je montre que le club doit être gagnant, c'est clair, parce que sinon la continuité financière ne se fait pas, mais que l'autre partie
à savoir le jeune talent, doit être également gagnant. C'est un système gagnant-gagnant. Donc, si on n'arrive pas à mettre en place ce système gagnant-gagnant, au fait, la confiance ne s'installe pas. Et le système gagnant-gagnant se fait avec l'institution, avec des choses qui sont signées et posées noir sur blanc. Et effectivement, on a cette possibilité de revenir sur ces histoires, sur ces choses signées à un moment donné avec des institutions telles que la CAF ou la FIFA. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'instauration en tant que telle d'une confiance mutuelle est importante, primordiale, pour pouvoir, à un moment donné, instaurer un système qui est là plutôt un cercle vertueux du développement des talents. Donc, faire confiance pour répondre spécifiquement à votre question, oui, aujourd'hui, c'est un club qui a montré, à travers un certain nombre de personnes qui sont passées chez nous, que nous avons premièrement, avant tout, une orientation humaine, certes, de développement du talent du sport, du football en l'occurrence, mais aussi humaine, et que nous prenons en considération les situations des uns des autres. Aujourd'hui, dans mon club, nous avons donc, comme je vous ai dit, un centre de formation, nous avons besoin de formateurs, et nous formons ces formateurs, parce que malheureusement, la fédération fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour former des formateurs de jeunes, mais c'est quelque chose qui est en cours. Mais en tout cas, des formateurs, généralement, c'est des anciens footballeurs. Dans mon club aujourd'hui, il n'y a pas moins d'une dizaine d'anciens footballeurs du club qui jouaient dans mon club et qui même jouaient dans d'autres clubs et qui sont aujourd'hui chez moi au niveau des catégories de jeunes, des moins de 15 ans, des moins de 17 ans, des moins de 19 ans, des espoirs ou ce qu'on appelle l'équipe réserve, et qui effectivement, même l'équipe féminine, et effectivement aujourd'hui ils sont là, ils donnent au club et ils ont une situation stable qui leur permet d'avoir et d'entrevoir, je pense que c'était Ferdinand qui en parlait tout à l'heure, d'entrevoir chaque matin, de se dire on se lève pour une motivation particulière, parce que quand on est footballeur et que en fait on a des échéances, des matchs, des choses à gagner, et quand du jour au lendemain il n'y a plus rien du tout, en fait, moi je pense que l'aspect psychologique est beaucoup plus important que l'aspect financier, enfin il est autant important on va dire que l'aspect financier, et là on donne des perspectives d'évolution, des perspectives de formation, des perspectives de devenir plus ou plus après des formateurs, des entraîneurs, etc. Donc forcément, il faut instaurer cette confiance pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Hamza. Vous parlez de perspectives, et là, j'aimerais aussi voir quelles sont les perspectives qu'on doit avoir pour pouvoir inspirer les jeunes. Parce que moi, je dis souvent que si vous avez un très bon mécanicien dans la rue qui répare de belles voitures et qui a réussi, les enfants de la rue peuvent aussi rêver d'être mécaniciens. Donc, si vous avez un footballeur qui a échoué dans la rue, ben forcément, les parents vont se poser des questions aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour inspirer la jeune génération? Et c'est au niveau des États aussi, ce n'est pas seulement au niveau des clubs et des fédérations, au niveau des États aussi. Il est 11 heures. Est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples à donner à ce niveau-là? Moi, j'aimerais juste partager une expérience. Il y a quelques années, il y a 15 ans, on revenait d'une réunion de l'Association des Olympiens de Libye, de l'Afrique, c'était en Libye. On était dans l'avion avec mon ami Amadou Diaba, et il y a Bidouane, que vous connaissez bien, Hamza, Elisa Bidouane, qui est championne olympique, qui était dans l'avion. Elle était en classe économique. Et quand elle est rentrée dans l'avion, les hôtesses nous regardaient et sont allées vers elle en lui disant, écoutez, on finit d'embarquer et on viendra vous voir si la classe affaires n'est pas pleine. Et 10 minutes après, ils sont revenus vers elle pour lui demander d'aller en classe affaires. Et il y avait un enfant avec ses parents qui lui a demandé, mais c'est qui cette dame? Pourquoi on la prend pour l'amener en classe affaires? Et il lui a expliqué, mais forcément, cet enfant a dit, moi aussi, je vais être champion olympique. Alors, si c'est comme ça, on met... Et ça, je pense que c'est plus fort qu'un discours. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des exemples ou vous avez des recommandations à faire pour que le footballeur soit source d'inspiration et que l'État l'utilise comme ça, la fédération, les clubs l'utilisent pour pouvoir le mettre en exemple et que
on fasse rêver, mais dans le bon sens. Est-ce que quelqu'un peut rebondir là-dessus et nous donner en tout cas des recommandations ou des exemples précis? Micro ouvert, qui souhaite prendre la parole? Oui, je vais prendre la parole. Oui, merci. Oui, mais ça, c'est un très bel exemple, Jamil, que tu as cité. C'est vrai que avoir un peu de reconnaissance, ça fait chaud au cœur. Parce que quand on a servi la nation, quand on a fait rêver les gens, tous les jours, on vous le fait comprendre que vous avez été utile à votre nation. Et cet exemple de l'avion, c'est un exemple fort. Aujourd'hui, c'est un bel exemple, mais il y a d'autres exemples aussi qui vont dans l'autre sens. C'est que beaucoup de nos joueurs, de nos gloires, sont laissés au bord de la route. Et ça, ce n'est pas une belle image. Je pense qu'à un certain moment, je pense que les fédérations et les États, je ne dis pas qu'il faut faire du social, mais protéger cette image des anciennes gloires, pour moi, c'est essentiel parce que les joueurs qui vous ont fait rêver, vous les voyez dans certaines circonstances avec la décence et la dignité, n'osent pas non plus se faire voir. Et un joueur qui disparaît, ce n'est pas forcément un bon signe parce que souvent, c'est les difficultés financières, c'est l'échec. Et pour moi, c'est ça le plus difficile. Et je vois mal certains joueurs aussi aller frapper à la porte et demander. Donc, il y a une dignité aussi qui est là, qu'il faut préserver. Maintenant, c'est pas aux joueurs de tendre la main, c'est aux institutions de voir comment s'organiser, aux fédérations de voir comment rattraper certaines choses. Et puis, par rapport à cette jeunesse, il faut les faire rêver. Et les faire rêver, c'est pas voir un joueur ou une ancienne gloire ou un sportif dans sérieuse situation. Je pense aussi, j'ai été frappé de voir que Wilson Oroma, avec qui j'ai joué, était dans de sérieuses situations au Nigeria. Et ça, c'est des exemples vraiment qui font mal au cœur. Donc, je ne sais pas, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour atténuer ce mal qui nous entoure. Allez-y, prenez la parole comme vous le souhaitez. Oui, moi aussi, je pense que si je prends la parole, c'est d'appuyer ce que Ferdinand a dit. Je trouve que c'est dommage quoi, que des anciens gloires se retrouvent un petit peu dans la merde, un petit peu abandonnés, quoi. Moi, je pense que c'est aux fédérations de venir en aide à ces gens, pas pour demander de l'argent ou tendre la main, mais par exemple, si un des joueurs amène un projet qui lui tient à cœur, qui va dans le bon sens, je pense que c'est le mieux de l'aider, c'est de l'accompagner dans son projet, quoi. Peut-être qu'avec ce projet, il pourra se retrouver, il pourra se remettre dans le droit chemin. Mais c'est un peu difficile quoi, avec nos fédérations. Parce qu'ils se disent que c'est des professionnels, c'est des anciens professionnels, ils ont eu de l'argent, mais ils avaient qu'à prendre soin et de leur argent, investir dans, dans, dans quelque chose qui pourrait leur apporter dans l'avenir. Mais comme on l'a dit au début, il y a eu des agents véreux, on a fait des mauvais placements et on n'a pas, il y en a qui n'ont pas suggéré, quoi. Maintenant, moi, je pense que c'est aux fédérations de venir en aide à ces gens. Et par exemple, chez nous, nous, on a des anciens footballeurs qui veulent se reconvertir rester dans le milieu du football, être agent ou entraîneur, surtout être entraîneur, mais ils sont abandonnés par nos fédérations, quoi. La fédération ne vient pas en aide. Il y a des formations qui sont un peu partout en Afrique, malheureusement pas en Guinée, mais un peu partout au Sénégal, à Abidjan, au Cameroun. Et ça ne leur coûte rien d'envoyer, par exemple, un ou deux qui veulent avoir une carrière d'entraîneur ou de dirigeant. Ça ne leur coûte rien de les envoyer, par exemple, dans les stages à passer leur diplôme, quoi. Merci. Hamza ou Bruce? Oui, Hamza? Bruce, you can, if you want. Yeah, I think clearly the federations have a place. I think FIFPro and the players' unions have a place. And I think there should be a fund for this. There should be a fund where money is held
for players who want to transition, whether it's an education fund, whether it's call it a retirement fund, which is spent on allowing players to find a second career. I know there's a lot of money from World Cups, for example. I know there's a lot of money that comes to federations via FIFA, via prize money, and via sponsors and all forms of revenues. I don't say that it's the federation's responsibility. I don't say it's a players' union stakeholder group responsibility. But what I will say is that the players, the union, the federations need to work together, because this is a huge issue, you know, and current players don't recognize it. By the time they recognize it, it's already too late. By the time it's too late, they're no longer in the system. After they're not in the system, their voice is less, people listen to them less, their influence is less. So it's important that past players and current players advocate for some sort of cushion. No one's asking for a handout. You know, no one wants something for nothing. No one wants something for free. But I think that they do need some form of assistance, because just because you're not a footballer anymore should not mean that you're not important anymore. You know, you're still a human being. You still had many fans before. You still brought joy to a lot of people, and there is the capacity to help people transition, whether that's through federations or other bodies. But certainly something that should be set up, and in Australia, partly I think because the majority of Australian players don't have big overseas careers, so they're more in tune with what they have to do next. They don't have the luxury of just being able to sit back for a long time and relax. But I think Australia does a good job in this space. Thank you, Brice. Hamza? Bien, alors sur cette partie-là, moi je pense qu'il faut un petit peu, enfin, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi j'ai envie de relater une expérience personnelle à ce niveau-là qui est assez éloquente par rapport à ce qui se fait au niveau du club dont je préside aujourd'hui, les Destinés. Et puis bon, en prenant un petit peu exemple de ce qui peut se faire de par ailleurs, parce qu'effectivement, on n'invente pas la roue. Il y a toujours des expériences très intéressantes de par ailleurs sur, pas forcément le football, mais dans d'autres sports. L'avantage que j'ai, c'est que je ne viens pas forcément du milieu du football, je viens du milieu des affaires, ou plutôt je veux dire, mon métier n'est pas forcément dans le football. Je n'ai jamais joué au football, contrairement à tous les invités, donc je peux en parler avec un petit peu plus de hauteur peut-être. Donc en fait, en investissant ce domaine-là, j'ai trouvé un peu bizarre, pour être très sincère avec vous, qu'effectivement qu'on ne pense pas à la suite. Et qu'on ne pense pas à la suite dans le milieu du football en l'occurrence. Et puis la plupart des temps, qu'est-ce qu'on dit? Un ancien footballeur, finalement, il te dit, moi, je vais faire du coaching, après, je vais être entraîneur, etc. Mais bon, ça, c'est un métier à part entière, sauf que on peut pas tous, enfin, tous les anciens footballeurs, on ne peut pas tous devenir des entraîneurs ou des formateurs. C'est pas possible, parce qu'il y en a quand même, c'est-à-dire c'est un métier, il faut être formé dans ce sens-là. Alors, ce qu'on avait pensé avec un certain nombre de collègues au niveau du club, c'est qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus intéressantes à faire par rapport à des footballeurs qui sortent de fin de carrière et qui veulent se reconvertir vers des choses qui sont autour du football. Agent de joueur, oui, en gros, ça peut se faire. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres métiers. Alors nous, ce qu'on a fait au niveau du FUS, c'est une innovation, je dirais une innovation d'organisation qu'on est en train de mettre en place, c'est la première année. Et cette innovation est la suivante. En fait, on a créé au niveau du FUS, au niveau de l'académie du FUS, l'académie de formation de footballeurs, disons des formations
en parallèle d'anciens footballeurs ou des gens qui sont en train de se reconvertir dans des métiers limitrophes. Alors, c'est quoi les métiers limitrophes du football? On a pensé à 4 métiers. On a pensé premièrement à un métier d'analyse vidéo, qui est un métier à part entière aujourd'hui, qui est devenu de plus en plus rare. Pour trouver un bon analyse vidéo, allez-y. D'ailleurs, mon analyse vidéo au club, c'est Abdoulaye Seck, c'est un Sénégalais qui a œuvré également en France et qui est excellent, excellentissime d'ailleurs. Et qu'effectivement, vous savez, je suis après tout un gestionnaire de fonds, donc forcément, je dois rentabiliser le fait d'avoir quelqu'un que je paye bien et que je considère beaucoup, qu'effectivement, et justement, donc effectivement, je l'ai mis dans ce projet-là. On a mis avec lui 5 ou 6 personnes, des anciens footballeurs ou des anciennes personnes qui œuvraient dans le football, pour apprendre ce métier, qui sont intéressés par les systèmes d'information. Et que ces personnes-là vont être affectées aux différentes catégories de jeunes ou aux différentes catégories de jeunes dans le féminin également, pour apprendre sur le tas, apprendre par la pratique, un métier très prisé aujourd'hui au niveau du football. Ça, c'est un premier cas. Deuxième métier qui peut être également intéressant, c'est tout ce qui est lié à la gestion administrative d'un club. Vous savez, sur un banc de touche, il y a toujours l'administratif qui s'occupe des licences, qui s'occupe d'un certain nombre d'éléments, des changements, etc. Et tout. En fait, il faut être formé pour faire ça. C'est un métier à part entière. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire très attention par rapport à un certain nombre de règles qui sont édictées par la FIFA, qui sont là et qui sont bien là, et qui, effectivement, il faut être formé dans ce sens. Et puis également, un métier qu'aujourd'hui, à mon sens, sous-valorise beaucoup dans le football, c'est un métier de chargé de matériel. Les chargés de matériel, bon, c'est l'équivalent dans la logistique, dans une entreprise normale, d'un gestionnaire de stock, d'un logisticien. Donc, par rapport à ça, effectivement, on peut former des personnes dans ce sens-là. Et puis, le dernier métier auquel on a pensé, c'est au niveau de la finance, au niveau de la gestion de la trésorerie, au niveau de la gestion financière, plus ou moins d'une équipe de football, c'est-à-dire en gros, quand une équipe se déplace quelque part, on a un régisseur, ben, en fait, il faut former ces régisseurs. Il faut avoir la capacité de pouvoir former ces régisseurs. Donc, forcément, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Il faut, très sincèrement, ce n'est pas par prétention, ni par simplicité. Il faut juste y penser et se dire que ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte absolument rien. C'est dans la marche normale d'un club, ben, c'est une très bonne chose d'avoir ces possibilités-là et ces ouvertures. Je voulais vous parler de cette expérience parce qu'elle me tient à cœur. Je l'ai défendue corps et âme avant de la mettre en œuvre et aujourd'hui, elle est mise en œuvre au niveau de mon club. Merci beaucoup, Président. Je pense que ça nous inspire et je pense qu'un jour, peut-être qu'il faudrait qu'on parle du métier de président de club. Quel est le profil idéal? Et je pense que vous pouvez donner aussi l'exemple de M. Monsef Belkaya, ex-ministre des Sports du Maroc, quand il est arrivé au ministère. Beaucoup de gens se sont posés des questions et à la fin, il a fait un excellent travail en mettant autour de lui des sportifs. Donc, cette capacité de gestion, elle est quand même extraordinaire à avoir. Donc, on y reviendra. J'aimerais, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, qu'on écoute Pape Alioune Ndiaye, donc qui, pour des raisons d'entraînement avec son nouveau club, n'a pu être de la session. Donc, on va l'écouter pour qu'il parle de son expérience. Lui qui est actuellement footballeur, donc qui appartient toujours à Stoke City, qu'il a prêté maintenant en Arabie Saoudite, et qui travaille, comme beaucoup d'entre vous en ont parlé, qui travaille aujourd'hui sur sa reconversion, qui a repris un club et qui est atypique. Il est footballeur et il est aussi président d'un club et il se prépare à être président demain. Donc, si la régie est prête, on peut passer rapidement la contribution de Pape Alioune Ndiaye. Donc, il nous parle des raisons pour lesquelles il s'est lancé dans cette expérience. Est-ce que la vidéo est prête? Merci. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que, comme vous le savez, je viens d'être transféré en Arabie Saoudite. Donc, naturellement, c'est un nouveau club, c'est une nouvelle vie qui commence.
Donc, je suis arrivé il y a 3-4 jours et malheureusement, je ne serai pas en mesure demain d'honorer l'engagement que j'avais pris avec vous parce que tout simplement, mes horaires ne me le permettront pas. Donc, je tiens vraiment à m'excuser et vous dire que je suis vraiment très, très triste parce que ça me tenait à cœur de participer, d'avoir la chance de m'exprimer sur un thème vraiment très, très important. Mais comme on dit chez nous, Inch'Allah, j'espère que voilà, la prochaine fois, je pourrai participer. Il est clair que la reconversion, pour moi, elle commence même dès la signature du premier contrat. Donc, il ne faut pas attendre d'arrêter sa carrière pour réfléchir à quoi faire demain. Oui, j'ai lancé un centre de formation du nom de Jollof Olympic Club. Donc, avec l'ambition de tout simplement de contribuer au niveau local, au niveau national et pourquoi pas à moyen long terme au niveau international. Oui, ça faisait un bout de temps que je réfléchissais à quoi faire dans cette zone-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la zone, c'est au niveau du centre du Sénégal, où c'est une zone où il n'y a pas, bon, si je peux me permettre de dire, de l'appeler comme ça, c'est un peu le néant. Il y a pas grand-chose là-bas. Donc, moi, je suis venu. Aujourd'hui, le football m'a donné énormément de choses. Donc, j'essaie juste de contribuer à ma manière. Et ça passe par le sport, ça passe par le football. Aujourd'hui, essayer de moderniser la zone, d'amener des infrastructures, d'aider les jeunes qui ont fait du football leur passion, essayer de professionnaliser, d'amener des partenaires. Donc voilà, pour moi, c'est l'une des manières aujourd'hui où je peux aider à développer le football dans cette zone-là. L'entourage, il est très important. Il faut être bien encadré. Moi, aujourd'hui, au-delà d'être footballeur, j'ai aussi une autre carrière parce qu'aujourd'hui, j'ai un projet que je gère. J'ai un projet, je suis le président aujourd'hui de Jollof Olympic Club, mais je suis inexpérimenté. Donc, j'essaie de m'entourer de professionnels, de gens qui sont... J'ai l'humilité aujourd'hui de dire que je suis un novice. Je ne connais pas grand-chose, même si j'ai été professionnel il y a longtemps, mais je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'essayer de m'entourer des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Voilà, c'est vrai que chaque jour qui passe, j'y pense. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il ne faut pas se voiler la face aussi. Je me rapproche plus de la fin que du début. Le football, le sport d'une manière générale, il est éphémère. Malheureusement, rares sont les joueurs qui, à part les footballeurs, à part les gardiens de but, qui jouent jusqu'à 40 ans. Et on a en général 15 voire 20 ans de carrière pour après avoir une vie jusqu'à, j'espère 100 ans et plus. Donc, pour dire que c'est au-delà d'une carrière, c'est une vie qu'il faut préparer. Donc, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas attendre de finir sa carrière pour ensuite penser à qu'est-ce qu'on va faire demain. Sachant aussi que c'est important de le préciser, dans une carrière, tout peut arriver. Moi, aujourd'hui, demain, je peux aller à l'entraînement. Personne ne sait, je peux me fracasser la jambe, je ne le souhaite pas, un malheur peut arriver. Si on n'a rien dans la tête, si on n'a pas pensé à autre chose, on va être en difficulté dans la vie. Donc, il est important de ne pas prendre tous ces œufs et de les mettre dans un même panier. Donc, il faut toujours anticiper dans la vie, il faut toujours ouvrir d'autres brèches pour que si cette porte se ferme, que l'on puisse en ouvrir d'autres. Pour moi, c'est très important. Vous encourager, honnêtement, c'est un plaisir de voir le travail que vous êtes en train d'abattre. Moi, je vous souhaite tout simplement bon vent et je souhaite au président Djamil aussi et à toute son équipe une très belle réussite. Et je pense que le Sénégal, l'Afrique a besoin de gens comme vous
Donc vraiment, chapeau bas pour le travail abattu et je vous souhaite à tous beaucoup de succès. Et voilà. Merci beaucoup donc, pour ce témoignage, cette contribution de Pape Alioune Ndiaye. On a encore 8 minutes avant la fin. Est-ce que peut-être, Hamza, je vais peut-être vous donner la parole en tant que président de club, mais vraiment en 1 minute. Quand vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples comme ça de footballeurs qui sont encore en activité et qui se mettent déjà sur un autre projet? Est-ce que vous avez des exemples comme ça en 1 minute? Alors, 1 minute chrono, on y va. Écoutez, je vais essayer de faire la course. Oui, bien évidemment, oui, j'ai des noms. Les noms qu'on a, c'est des gens que vous connaissez, des anciens footballeurs qui sont aujourd'hui sur la place, sur d'autres sujets. Je pense notamment à mon ami Nourdine Neybet, que vous connaissez très, très bien, qui a bien évidemment, il a bien investi la scène. Il y a mon ami Aziz Bouderbala également, qui a investi la scène dans ce sens-là. Non, effectivement, mais il y a des contre-exemples, c'est ça le problème, c'est les contre-exemples qui font peur. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un footballeur qui n'est pas connu en Afrique, qui n'a pas beaucoup joué dans des sélections nationales, très peu, mais qui a joué avec le Maroc, je pense, c'est Mohamed Ben Chrifa qui était dans mon club aujourd'hui et qui faisait partie du staff de mon club en tant qu'entraîneur puis coach de l'équipe réserve et qu'aujourd'hui il est parti premier adjoint de Benzarti au Wydad de Casablanca. Donc, au fait, le cas, par exemple, de Ben Chrifa, c'est que dès que il était avec moi à la fin de sa carrière, il a commencé à penser à la manière avec laquelle, effectivement, il peut se reconvertir. Non, c'est une prise de conscience qui doit commencer premièrement par les dirigeants. C'est les dirigeants qui doivent prendre conscience que c'est un problème extrêmement important et un problème avant tout, je le dis, je le répète, humain, parce que nous formons des citoyens. Voilà, c'était mon message. Merci beaucoup, très fort, message très fort, je pense que bien entendu par tout le monde qui est connecté. Et on a encore peut-être 5 à 6 minutes avant la fin. Et je vais donc donner la parole à chacun, 1 minute chrono, pour lancer un message, faire des recommandations, voilà, partager vraiment quelque chose. Parce que je pense que vos voix sont importantes et aujourd'hui, il faut qu'elles soient entendues. Et Camille, dans ses passages répétés, parle beaucoup de dire qu'il faut qu'en Afrique, il faut qu'en Afrique, il faut qu'en Afrique. Et je pense que moi, ce que je dis toujours, il faut qu'en Afrique, on arrête au fait aujourd'hui d'être des suiveurs. Et il faut qu'on commence aujourd'hui à exploiter notre potentiel. On est sur un continent avec des milliards de personnes qu'il faut qu'on mobilise, une jeunesse qui demande à ce qu'on lui tende la main. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette capacité d'inspirer et d'aller de l'avant. On a des problèmes, mais on a aussi beaucoup d'opportunités. Donc, comment faire aujourd'hui pour transformer, entre guillemets, ces problèmes en opportunités, pour qu'on ait un environnement sain, pour que le footballeur, comme disait Bruce, il arrête d'envoyer de l'argent à droite, à gauche, pour que les gens qui sont autour de lui soient des gens qui puissent l'aider, mais qui ne sont pas là seulement pour profiter de sa gloire. Quel est le message que vous avez envie aujourd'hui de lancer individuellement et collectivement? Allez, 1 minute chacun, on va commencer par Ferdi, et donc on va passer à Bruce, après Bruce Camille, et on finit par le président Hamza. Oui, effectivement, le message, c'est préparer l'avenir. La jeune génération doit prendre exemple sur les précédentes et se dire que certaines erreurs, il faut éviter. Je ne lance pas seulement un message aux footballeurs, c'est au monde sportif en général. C'est qu'une fois que la carrière est finie, c'est un vide émotionnel et il faut trouver une source d'inspiration, une source de motivation. Pour moi, c'est le plus important. Quoi qu'on puisse faire, c'est trouver son équilibre. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la mécanique, ça peut être dans l'agriculture, dans n'importe quel domaine. L'essentiel, c'est d'être en phase avec soi. On ne demande pas d'avoir des milliards ou des millions. L'essentiel, c'est d'avoir cet équilibre parce que c'est très sensible une fin de carrière. Voilà, ce message adressé surtout aux jeunes qui commencent dans ce milieu formidable qu'est le football.
ça va très vite, il faut épargner, il faut lancer des projets parce que la roue peut s'arrêter très vite. Voilà. Merci. Bruce, en une minute. Yeah, look, I think everyone's made very good points. I think one thing that's very clear is that you have to have a plan for the future. Doesn't matter. It's not a financial thing. It's not that, you know, you played for Chelsea for 10 years and you don't have to worry about anything. Of course, it gives you a lot more comfort, maybe, but you can also get bored. There's a big piece here in Australia around depression and mental health, and you know, athletes, not just football, athletes, swimmers. We have here all different sports here, rugby. You know, all these different sports, cricket, but the same symptoms. They don't find what their passion is outside their sport, and they think of themselves as just a footballer. So when football is finished, they think of themselves as useless, and that should not be the case. So it's important that they, everyone, find another passion, because it's a short career. You know, even if you play for 20 years, which would be miraculous, you still got maybe, you know, 60, 50 years of life to go. So that's the key. If anyone takes anything away from anything I said, it's have a plan for the future. Find out what else there is, because there's more to life than just kicking a piece of leather around a grass pitch. Merci Bruce, et j'espère que quand la pandémie sera partie, on aura l'opportunité de te voir en Afrique, parce que je pense que ta voix est importante et il faut qu'on te voit ici plus souvent. Camille. Je rejoins les autres en disant qu'il faut préparer l'avenir, et l'avenir, ça se prépare dès le départ, quoi. Il ne faut pas attendre vers la fin qu'on prépare après son après-football, quoi. Et aussi de préparer ces jeunes qui arrivent dans le monde du football professionnel, parce que c'est un monde qui est très, très vicieux. Et c'est là-bas qu'on rencontre des mauvais amis, des mauvais agents qui te font des mauvais placements, et du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien du tout. Et aussi faire comprendre à ces jeunes joueurs qu'il n'y a pas que le foot, quoi. Il n'y a pas que le foot. Et autour du foot, il y a d'autres métiers, comme l'a dit M. Hamza. Il y a des métiers aussi qui sont liés au foot, qui peuvent dans quoi tu peux prendre du plaisir, à savoir le métier d'analyse, le métier il y en a plein, quoi. Il y a plein d'autres métiers. Et préparer l'avenir et pas abandonner les écoles pour le football, parce que ça va te retarder, parce que le football est un sport qui si tu arrives à faire plus de 6 à 7 ou 10 ans de carrière, tu as réussi, quoi. Mais après, il y en a plein qu'on voit que leur carrière s'arrête dès le début et ils n'ont rien d'autre à faire. C'est très difficile, quoi, quand on arrête soudainement le football comme ça, moralement. Si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, ça va te plomber tout de suite, quoi. Donc, tout ce que moi je peux dire, c'est de ne pas, de s'entourer des bonnes personnes, et de préparer l'avenir, de penser à l'avenir dès le départ, quoi. Dès qu'on arrive dans le monde du football professionnel, et déjà commencer à préparer l'après-football, quoi. Merci Camille. Donc, Hamza. Bien, alors je rejoins les collègues, et puis je rejoins les collègues avec un petit bémol, parce qu'encore une fois, je suis parmi eux, je ne suis pas footballeur, je n'ai jamais été footballeur, et donc j'essaie de prendre cette hauteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, il faut démarrer assez tôt à réfléchir à son après. Malheureusement, vous avez un métier magnifique, un métier passionnant, un métier où le challenge, c'est chaque semaine. Vous savez, nous, quand on est en entreprise, le challenge, on a une évaluation chaque année ou chaque 6 mois. Donc, nous n'avons pas cette adrénaline qui monte chaque semaine par rapport à un match, par rapport à un résultat ou par rapport à une situation donnée. Mais malheureusement, ce métier-là comporte beaucoup de risques.
Et ces risques sont liés, premièrement, à la fin de carrière, sont liés à des blessures, sont liés à des indisponibilités, sont liés à des rencontres. Vous l'avez si bien dit, Ferdinand, Camille et Bruce, qu'effectivement, des fois, juste des rencontres avec des agents véreux, des personnes qui peuvent mal vous orienter, etc., etc. Donc, ces risques-là doivent être, en étant très scientifique dans mon raisonnement, doivent être maîtrisés dès le départ. Et pour être maîtrisés, encore une fois, je mets en avant l'institution du club, le président d'un club ou l'institution d'un club, ou la fédération, ou le ministère, celui qui, c'est un pouvoir régalien qui peut annihiler et annuler ces risques. Voilà, donc si on annule ces risques-là, forcément, ce jeune footballeur va pouvoir réfléchir à son avenir, quel qu'il en soit cet avenir. S'il reste jouer dans son club d'origine, ou il part en Europe, ou il part en Australie ou ailleurs, au fait, au moins, on sait en Asie, au moins, on sait très très bien que, au fait, tout est maîtrisé à ce niveau-là. Je pense que le football, le sport en général, le football spécifiquement, c'est un langage universel. Et c'est un excellent véhicule de développement personnel, de développement économique, et qui peut donner à l'Afrique ce qu'on a beaucoup recherché, cette espèce de briller, d'être remarqué par ces talents qui sont les hommes et les femmes africaines. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant 1 heure ou 2, tellement le débat est large, et on se rend compte que pratiquement on touche à tous les aspects en parlant de cette partie reconversion des footballeurs. Vous remercier donc individuellement et collectivement. C'était vraiment des débats de haut niveau, et on n'a pas pu peut-être répondre à tout le monde dans le chat, mais juste prendre 2 personnes. M. Ndiaye qui dit à mon avis, l'idée de la reconversion doit être nourrie et intégrée par le sportif dès ses premières années de contrat. Pour réussir sa reconversion, il faut impérativement faire une bonne lecture-analyse de son environnement, même en étant en activité. Monsieur Dabo qui parle, lui, de la reconversion du footballeur de haut niveau, qui commence à être une priorité, et le monde universitaire s'ouvre aux footballeurs en reconversion, et il donne l'exemple de l'Institut Edge au Sénégal, dirigé par un pool de professeurs agrégés, et donc c'est dans cette logique-là que ça commence à tourner, et on espère qu'en tout cas ça va porter ses fruits, et que vos expériences et vos contributions vont servir. Voilà, donc ça met fin à notre premier thème de ce jour. Cet après-midi, donc la régie peut mettre le flyers à 12h30 heure de Dakar, c'est-à-dire dans 1 heure. On a donc le deuxième thème de la journée qui portera sur le football et les droits commerciaux, droits TV, droits marketing et sponsoring. Et on sait que c'est le nerf un peu de la guerre. Donc, je pense que si on peut partager pour que les gens puissent voir, donc on aura notre ami Aboubakar Riba, ex de Canal+, qui va faire la modération. On a le président de la Fédération ougandaise de football. On a le directeur de football de l'Olympique lyonnais en France. On a une ex-personne qui a travaillé à Sport5, Nadal Araki, qui est spécialiste de sponsoring. Le professeur Saro, justement, dont on parle de son institut, qui aujourd'hui a actuellement 2 joueurs, dont un international sénégalais qui est en formation, un joueur qui a joué en NBA, un sénégalais qui est aussi en formation chez lui, et Riyad Ayuta qui s'occupe du marketing de l'équipe nationale d'Algérie, qui sera avec nous. Et enfin, on aura Salem Ali de la Fédération des Émirats Arabes Unis qui parlera aussi de leur expérience en matière de droit. Donc voilà, donc ce sera 12h30 aujourd'hui GMT. Donc n'oubliez pas de vous connecter. Et je pense à partir de cet après-midi, on mettra aussi un direct live YouTube parce qu'on a encore plein de gens qui ont du mal à se connecter. On a encore le problème de la connectivité en Afrique. Donc, vous pouvez passer le message. On va faire passer le lien YouTube pour que les gens qui n'arrivent pas à se connecter sur Zoom puissent le faire et suivre les débats. Voilà. Merci en tout. Et donc, pour les modérateurs, vous avez reçu un message dans le chat. Il y a juste
une petite presse zone pour se prêter aux questions des journalistes juste après. Donc, on se déconnecte et on se reconnecte dans 1 minute pour que vous puissiez répondre en 10 minutes aux questions de quelques journalistes. Merci beaucoup. Et la photo de groupe, si je ne me trompe pas, la régie, pour terminer avec un bon sourire, et on fait la photo de groupe. La régie, elle est prête? Bilal, are we ready for the photo? Yes? OK, donc voilà, on fait une bonne photo de groupe. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Bye bye. Merci donc, tout le monde. Au revoir. Donc, cliquez sur le lien, les intervenants, sur le lien que vous avez reçu. On se connecte en privé dans 30 secondes. Merci.